gens qui ont des métiers difficiles, qui sont bien traités, qui ont le matériel qu'il faut et qui sont reconnus, il n'y a pas d'absentéisme. Une tendance des coachs bien-être. Ah ouais. Donc forcément, peut-être qu'il y aura plus besoin d'ergonomes. Quand pour toi le bien-être au travail c'est le baby-foot, ça veut dire que tout ce qu'il y a derrière, les basiques qui sont respectés. En fait c'est devenu automatique, je compte tout le temps. Bonjour et bienvenue dans En dehors des codes, votre podcast juridique qui va au-delà du droit et dans lequel nous allons discuter avec mes invités sur des sujets qui j'espère vous impacteront. Aujourd'hui, j'accueille mon amie Morgane. Bonjour Morgane. Salut Judith. Comment tu vas ? Ça va ? Ça va bien ? Ouais, je suis contente d'être là. Moi aussi, je suis heureuse de t'accueillir aujourd'hui dans ce micro d'En dehors des codes. J'ai envie un peu de discuter sur ta profession, qui est un peu méconnue, je trouve, sur lesquelles on a un peu des a priori. On pense pas mal de choses de cela. C'est celui d'ergonome. Donc, je vais te laisser te présenter un peu ce que tu fais, ton parcours, quelles études tu as fait pour en arriver là. Alors, je m'appelle Morgane Joly, j'ai 29 ans et je suis diplômée en ergonomie et en psychologie du travail. Et alors, j'ai été embauchée en tant qu'ergonome à la suite de mes études. En réalité, je fais de l'ergonomie, de la psychologie du travail, de l'IT, de l'événementiel, enfin bon, tout un tas de... Voilà. Donc, réellement, mon titre, c'est ergonome. Maintenant, il y a tout un tas d'autres choses qui viennent se greffer à côté. Mon parcours, alors, à la base, j'étais en psychologie, tout simplement. Donc, j'ai fait une licence de psychologie et j'ai commencé un master de neuropsychologie cognitive. Donc, j'ai un M1 de neuropsychologie cognitive que j'ai abandonné. Alors, j'ai eu le master 1, mais j'ai pas continué pour plusieurs raisons, parce que j'ai pas trouvé de stage pour le master 2. La réalité du master 2, très vite. Déjà, et de toute façon, j'avais fait un stage en psychiatrie qui m'avait pas plu. Donc, enfin, qui m'avait pas plu. C'était très intéressant, le métier est magnifique, mais je me voyais pas du tout faire ça au quotidien. Donc, j'ai pris une année où j'ai travaillé en tant que roller dans un magasin. Pour réfléchir à ce que je voulais faire, parce que finalement, je ne savais plus trop. Est-ce que je continue la psycho ? Est-ce que finalement, je reprends mon Master 2 de neuropsychologie cognitive ? Est-ce que je fais autre chose ? Je m'étais inscrite en STAPS, même. Voilà, j'étais un peu perdue. Donc, du coup, je me suis dit, plutôt que de rien faire, et de toute façon, il fallait payer le loyer. Donc, j'ai décidé de travailler. Et en réalité, c'est en travaillant au quotidien, parce que j'étais passée d'un contrat... En fait, à la base, j'étais en 15 heures. Et là, j'étais passée en 35 heures. Et donc, quand même, ça change un peu la vision du truc. Parce que là, je travaillais tous les jours, 7 heures ou plus de 7 heures par jour, dans un magasin, dans la grande distribution. Donc, c'était pas facile. Et là, je me suis rendu compte de la difficulté des métiers de la grande distribution. Et aussi du fait que personne s'occupait des gens qui travaillaient là. Donc tu as été un peu précurseur, un peu de... Tu as eu une vision en fait des choses de par tes expériences qui a, je pense, aidé à ce que tu puisses en arriver là, à ton métier d'ergonome. Ouais, en fait, je me suis dit... donc, j'étais roller, donc j'étais beaucoup en relation avec des hôtes et hôtesses de caisse. Et je me suis dit, ces gens-là, pour la plupart, aiment leur boulot, donnent tout ce qu'ils ont. Ils travaillent depuis, pour certains, 40 ans dans la boîte. Et personne ne fait rien pour eux. Ils partent à la retraite. Ils ont des maladies professionnelles. Et franchement, et en plus, ayant des parents... Enfin, mon père, il est dans la restauration et ma mère est dans la grande distribution. Et donc, en plus, ayant mes parents qui travaillent dans des domaines assez physiques, assez difficiles comme ça, je me suis dit, faut que je me rende utile. Et donc, j'ai cherché, et c'est là que j'ai vu que, en passant par la psycho, la fac où j'étais, en fait, proposait un master et de psychologie du travail, et d'ergonomie. Ça, c'est super intéressant. Voilà comment je suis arrivée là. Et pourquoi tu as choisi l'ergonomie plutôt que la psychologie ? Parce que tu disais que tu n'avais pas forcément eu d'attrait à la suite de ton stage en psychiatrie, en plus, qui est différent de la psychologie aussi. À quel moment et comment tu t'es dit, là, c'est vraiment l'ergonomie et tout ce qui a attrait avec le monde du travail ? Parce que l'ergonomie, ça englobe plus de choses. La psychologie, c'est la psychologie. Donc, si j'avais été que, entre guillemets, psychologue du travail, j'aurais reçu des gens dans mon bureau... comme un psychologue, mais en parlant plus de burn-out, de harcèlement, de choses comme ça. L'ergonomie, ça englobe beaucoup de choses.
de la biomécanique, de la psychologie du travail. Là, tu vas dans des termes très techniques. Biomécanique. Je mettrai un bandeau, la définition, tu me la donneras parce que là. C'est tout ce qui touche aux amplitudes, aux postures. Ok. Ah oui, Sous-entendu, je me baisse. Alors, je vais pas rentrer dans les histoires de degrés, machin, mais je me penche un peu trop. Moi, je vais étudier ça. Combien de fois il s'est penché à tant de degrés. Ok. Ça fait des graphiques, machin. Et pour dire, en fait, c'est comme ça que je justifie pourquoi plus tard, il risque soit d'avoir un accident du travail, soit une maladie professionnelle, parce que son corps, il est utilisé d'une certaine manière. Ouais. Donc voilà, donc ça englobe tout ce qui est posture, amplitude, si tu veux, l'organisation du travail, l'étude de la sinistralité, donc tous les accidents, les maladies professionnelles, tout ça. Et c'est ça que j'aime bien dans l'ergonomie. Et du terrain. Je rencontre des gens, je découvre des métiers, et c'est ça que j'aime bien. La psycho, je pense que je me serais un petit peu ennuyée. Ok, c'est super intéressant. Tu expliques effectivement que de par tes expériences, finalement, tu as compris que dans les métiers de la grande distribution, il n'y avait pas quelque chose qui était mis en place pour justement aider et aiguiller les équipes. Est-ce que c'est plutôt un emploi qui t'a été effectivement proposé par opportunisme et donc que tu l'aurais accepté en ce sens? Alors, donc j'étais en master, il fallait que je trouve un stage pour valider mon master. Et donc, j'ai eu la chance, par des connaissances que j'avais, de trouver le stage dans la boîte où j'étais en tant qu'étudiante. Voilà, donc à la base, moi, j'y vais pour faire mon stage. Je découvre un peu l'envers du décor, donc le siège, comment ça se passe aussi, pas que dans le magasin ou dans l'entrepôt, mais qu'est-ce qu'il y a derrière. Et en fait, il y a beaucoup de choses. J'avais tendance à penser en magasin, au siège, il se passe rien, personne ne fait rien. Oui. C'est pas le cas. Ils font comme tout le monde, ils font avec ce qu'ils ont et comment ils peuvent. Exactement. Donc voilà, j'étais pas dans l'optique. Je savais qu'à la fin, je serais ergonome et psychologue du travail. Ok. Est-ce que j'allais être plus l'un, plus l'autre? Quelles opportunités j'allais avoir? Sur quel poste j'allais postuler? C'était pas très clair. Est-ce que j'allais postuler en cabinet ou dans une entreprise? J'avoue que je me suis connectée sur LinkedIn et j'ai postulé. Parce qu'il fallait que je travaille. Il fallait que tu travailles, oui. Et en fait, du coup, mon stage, c'est fini. Je suis partie travailler 2 semaines en magasin pour continuer à avoir mon salaire parce que j'en avais besoin. Et 2 semaines après, donc, on m'a rappelé en me disant on t'a trouvé une place. Ok. Mais pour t'occuper du Covid-19. On va bien évidemment en parler. Puisque voilà. Ça a été donc je suis rentrée. Alors, je me suis dit, c'est un moyen de re-rentrer dans la boîte. Et après, ils m'avaient quand même promis. Ils m'ont dit, là, c'est la période de la pandémie, parce que j'ai eu mon diplôme pendant la pandémie. Ils m'ont dit, là, le sujet, le truc, c'est la Covid-19. Après, tu passeras ergonome chez nous. D'accord, ok. Donc, voilà. Et justement, l'ergonomie a-t-il été plus mise en avant pendant cette période de pandémie? Alors, l'ergonomie, je sais pas. La santé au travail, oui. Je pense. Je pense qu'on s'est rendu compte de l'importance de la santé au travail, qu'elle soit mentale ou physique. Et avec, je pense aussi, la mise en place du télétravail, ça a forcé quand même un petit peu les employeurs à s'emparer du sujet. Voilà, réorganiser, donner le bon fauteuil, le bon bureau, enfin vraiment réorganiser tout ça. La seule erreur, selon moi, c'est que ça a peut-être mis en lumière santé, sécurité et ergonomie chez toutes les personnes qui sont cadres, donc qui travaillaient en bureau. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Complètement, oui. Par contre, alors je dis pas que certains ont plus besoin que d'autres. Chaque métier a ses problèmes et ses spécificités. Mais je pense que les infirmières, toutes les personnes qui étaient dans le monde hospitalier, eux, ils étaient en flux tendu et personne s'est occupé de savoir si l'organisation était bien, s'ils avaient tout ce qu'il fallait, les bonnes postures, machin. Donc je pense que ça a aidé la CSP cadre. Ok. Mais pas les autres. Je suis pas sûre que c'est bougé vraiment pour les autres. C'est mon point de vue. Après, Tu parles vraiment de la période pandémie? Ouais. Ok, et ça s'illustre donc moins maintenant, 5 ans après? 5 ans après, le télétravail, c'est devenu la norme. Oui, mais ça concerne toujours les CSP+. Mais oui. Ok. Après, moi, je suis vraiment centrée très logistique, grande distribution. J'ai pas la visu vraiment de ce qui se passe ailleurs, mais j'ai pas l'impression que l'ergonomie, ça évolue plus que ça. Ça évolue par obligation, parce qu'il y a des lois
qui sortent. On va en parler, oui. Voilà. Et c'est par obligation, plus qu'autre chose, je pense. D'accord. Et pendant justement, on se replace au niveau de la Covid-19, de la période de pandémie. Est-ce que tu avais senti des freins particuliers ou des préjugés concernant justement l'intégration d'un poste d'ergonome? Alors, du coup, je suis devenue réellement ergonome après la pandémie. Ok. Clairement, pendant, ça n'aurait pas du tout été la priorité, parce que Oui. déjà après, ça a été compliqué. Parce que le poste a été créé quand moi je suis arrivée, donc ça n'existait pas. Il a été créé pour moi, entre guillemets, et les débuts ont été très difficiles, honnêtement. À quel niveau? À tous les niveaux. J'avais pas les... Alors, personne ne connaissait mon métier, même pas vraiment ma direction, ma propre direction, parce qu'ils en avaient jamais eu avant. Donc, ils savaient grosso modo ce que je faisais, mais ils savaient pas les process, ils savaient pas la méthode, le matériel dont j'avais besoin. Donc, ça a été compliqué à ce niveau-là. Ça a été très compliqué au niveau de toutes les autres directions à qui on a essayé d'imposer la santé, la sécurité, et qui, eux, avaient l'habitude, avant de faire des projets. Moi, je fais mon projet de A à Z et je consulte pas d'experts en santé et sécurité. Et donc, moi, je suis arrivée comme un cheveu sur la soupe. En plus, 25 ans, une femme jeune. Toujours les mêmes préjugés qui ne changent pas. Voilà. Et qui vient leur dire « Ah non, ça, tu peux pas, ça correspond pas aux normes ». Les débuts ont été très compliqués. J'ai reçu des mails avec des points d'exclamation et tout. C'était pas facile. Maintenant, ça allait un peu plus. Ça commence à aller mieux. Ok. On en reviendra effectivement sur la réglementation autour effectivement de ton métier, etc. Je voulais juste qu'on s'arrête un instant sur l'ergonomie et vraiment la santé mentale. Donc, tu en parlais effectivement. On associe souvent la profession d'ergonome avec les TMS. Donc, tu nous expliqueras ce que sont les TMS. Est-ce que la place de la santé mentale est réellement assise et assumée maintenant? Ouais, ça commence. Ça commence seulement? Ouais, pour moi, ça commence. Pareil, parce que tu as des lois qui sortent sur ça. Et nous, alors, je vais parler beaucoup avec mon expérience, mais nous, ça commence vraiment, vraiment à devenir un sujet. Ok. Et ça ne l'était pas avant. Et à quel niveau ça s'illustre des politiques, je sais pas, des accords d'entreprise peut-être? C'est très simple. En gros, moi, si tu veux, c'est comme si je faisais dans mon métier 40% d'ergonomie, 40% sur les RPS, donc je vais t'expliquer ce que je fais. Et tout le reste, c'est ce que je te disais, l'événementiel et tout ce qu'il y a à côté. Côté RPS, ce qu'on a déployé nous, maintenant, ça fait 3 ans. Mais ça commence vraiment là à bien fonctionner. On lance des évaluations au national. D'accord. Donc, c'est un questionnaire. Parce que malheureusement, on n'a pas les moyens. On a tellement de collaborateurs qu'on ne peut pas le faire de manière qualitative, donc on le fait de manière quantitative. Donc, on fait des questionnaires, mais qui sont, attention, c'est en partenariat avec des CHU spécialisés dans les RPS. Enfin, c'est un truc sérieux, hein, vraiment. Et donc, du coup, on lance des évaluations. Donc, par exemple, là, cette année, on a 80 sites. Ouais, ça fait beaucoup. Voilà, où on prend, alors c'est sur le volontariat, on propose aux gens de venir de façon anonyme répondre à des questions. Et du coup, on commence à avoir une photographie de ce qui se passe au niveau psychosocial dans nos sites. Donc, ça commence et on voit que l'année dernière, par exemple, on n'avait pas vraiment le support de tout ce qui était RH, DRH, DRS. Là, cette année, ils sont vraiment rentrés dans le truc et on a des taux de participation qui sont vraiment très bons. Donc, ça commence. Même au niveau des salariés, tu sens qu'il y a une prise de conscience aussi de c'est ce le moment sujet. De s'exprimer. On te donne l'opportunité de t'exprimer. Eux, ce qui les freinait un petit peu, c'était tout ce qui était anonymat. Est-ce que c'est vraiment anonyme? Est-ce que je peux vraiment m'exprimer? Vu que ça fait 3 ans qu'on le fait et que, mine de rien, tout le monde communique là-dedans. Ils ont vu qu'il n'y avait pas de répercussions, il n'y avait pas de... Il y avait des actions... Enfin, il y a un enjeu à plus long terme, effectivement, mais sur leur personne, il n'y a pas de... Il n'y en a pas. Et ça a même, d'ailleurs, je sors un peu du sujet, mais grâce à ça, on a même mis en évidence des cas de harcèlement. Des gens qui n'osaient pas à la base se prononcer sur des choses qu'ils vivaient au quotidien. Ils l'ont écrit. Donc après, c'était toute une enquête pour retrouver... oui, parce que c'est anonyme de base. Qu'est-ce qui se passait et tout. Et du coup, on a décelé des cas de harcèlement sexuel ou moral, autre, peu importe. Et on a...
on a sauvé, entre guillemets, quand même des collaborateurs. D'accord, ok. Bah, ça, c'est super intéressant qu'une grande entreprise comme dans laquelle tu travailles s'empare vraiment des sujets de santé mentale et que justement vous mettez en place des questionnaires qui vont vous permettre d'avoir des réels indicateurs finalement. Ouais, bah on est la plus grande. Alors, du coup, on fait ça avec Un CHU, tu disais. Alors, c'est le prestataire avec qui on fait ça, qui ont co-construit avec le CHU. D'accord. Et on est leur plus gros client et on a les meilleurs taux de participation. Ah ouais, c'est super encourageant ça. Donc je pense que là, ça commence. Ça commence à vraiment bien rentrer dans le sujet RPS. C'est bien. Durant justement la période de Covid, s'est développé le télétravail dont on parlait, surtout pour les catégories CSP+. Est-ce que pour toi, de ta vision, ça a permis d'améliorer le bien-être au travail ou créer de l'isolement professionnel? Ça dépend pour qui, je dirais. Ouais, ça dépend de la personnalité aussi. Ça dépend de la hein. personnalité, ça dépend de l'entreprise, de comment tu as été accompagné dans ton changement. Ouais, je sais que moi, il y a des gens qui ont la possibilité de télétravailler et qui ne le font pas parce qu'ils se sentent seuls, parce qu'ils ont besoin d'avoir du contact. Voilà. Et t'en as d'autres qui adorent le télétravail, moi par exemple, parce que du coup, j'évite les bouchons. Bah oui, mais tu vois, c'est quand même des facteurs. Complètement. Les transports, quand tu prends les transports et tout. Ouais. Donc je pense vraiment que ça dépend de la personnalité et de est-ce qu'on t'a bien accompagné, est-ce qu'on t'a donné le bon matériel pour être en télétravail. Parce que si tu es sur ton canapé, forcément, ça va pas le faire. Au bout d'un moment, tu vas avoir mal au dos, ça va mal se passer. Est-ce qu'on t'a bien expliqué la démarche? Est-ce qu'on t'a dit qu'il fallait faire des pauses? Voilà. Je pense que c'est vraiment lié à l'accompagnement et à la possibilité qu'on te donne. Et est-ce que tu arrives quand même à garder un lien avec tes collègues et avec ton manager? Est-ce que tu peux l'appeler? Est-ce qu'il te répond? Est-ce que tu vois, il y a tout ça. Et après, je crois qu'il y a une étude qui a été faite de l'INRS, si je dis pas de bêtises, qui disait quand même qu'il y a 60% des travailleurs qui se plaignaient de douleurs musculo-squelettiques depuis la mise en place du télétravail. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y a vraiment eu... Enfin, il y a eu forcément un boom des... Il y a un boom, ouais, ça a été prouvé. Surtout dos cervical. Ok. Donc les entreprises ont encore du chemin à parcourir pour accompagner, proposer du vrai matériel. C'est ça. Mais c'est compliqué parce que le sujet du télétravail, les gens sont chez eux et l'employeur, il n'a pas la vision de ce qui se passe à la maison, tu vois. Non, alors... J'ai l'impression que c'est un éternel... Nous, ce qu'ils ont fait, et je pense que c'est ce que tout le monde devrait faire, tu sais, tu proposes un catalogue... Par exemple, moi, ergonome, je pourrais choisir des fauteuils adaptés, des bureaux adaptés. Tu proposes un catalogue, le collaborateur choisit ce dont il a besoin, et après, la boîte paye, quoi. Ouais. Et nous, ils le font chez nous. Oui, parce que de toute façon... Après, il faut la place, faut la place, il faut les moyens. Et oui. Il y a ça aussi, c'est effectivement un sujet dont on va parler, effectivement, mais ça nécessite effectivement des moyens moi, je travaille sur mon canapé. Oui. Oui. Et puis, parce que j'ai pas la place chez moi. Alors, puis tu vois, il y a aussi ce truc-là où on te dit, vas-y, prends le matériel dont tu as besoin. Oui. Mais dans la réalité, quand tu travailles même dans une plus ou moins petite boîte moyenne, si tu dis à ton employeur, j'ai besoin d'un fauteuil... c'est pas pareil que d'avoir besoin d'un écran, parce qu'effectivement, tu as besoin d'un deuxième écran, par exemple, pour travailler. D'avoir, je sais pas, des bons câbles, etc. Mais en termes d'installation, j'ai pas fait non plus pléthore de boîtes, mais j'en ai fait quand même pas mal. Et j'ai pas beaucoup d'employeurs qui se sont forcément emparés de ce sujet-là, qui pourtant, effectivement, comme tu as dit, il y a une recrudescence, une explosion des TMS, des télétravailleurs. Et encore, j'ai envie de te dire, on est à pas si loin de la pandémie. Mais on n'a pas trop de recul. Bah ouais. Dans 15 ans, je demande à voir. Je pense qu'on va être courbés tous comme ça, là. Comme ça, avec les pouces comme ça, là. Non, mais c'est sûr. On parlait un peu en filigrane de ta profession d'ergonome. Concrètement, qu'est-ce que tu fais ? En long, en large, en travers. Alors, on peut faire deux choses, je pense. On peut définir ce que c'est le métier d'ergonome et ce que moi je fais. Tout à fait. Parce que je suis un ergonome hybride. Hybride, ouais, complètement. Voilà, donc, l'ergonome, c'est simple, c'est celui qui fait en sorte que la situation de travail soit adaptée à l'homme et pas que ce soit l'homme qui s'adapte à la situation de travail. Ok.
C'est une belle définition, je trouve, et qui résume pour moi Voilà. la santé-sécurité et les conditions En de travail. gros, c'est ça. Donc, un ergonome lambda, on va dire, qui soit dans un cabinet ou dans une entreprise, il va faire un peu comme on va dire des audits. Donc, il va étudier la sinistralité, il va faire des entretiens avec alors, je me force à dire collaborateur, mais j'ai envie de dire opérateur, parce qu'en ergonomie, on dit opérateur, mais je sais que ça parle pas à tout le monde. Ouais. D'accord, ok. Donc, un jargon aussi particulier. Oui, il y a certains mots un peu comme ça. Donc, les entretiens avec les collaborateurs, opérateurs, il va regarder est-ce que les normes sont bien respectées, est-ce que les recommandations sont bien respectées. Enfin bon, il fait un tour de la situation de travail sur plusieurs mois, normalement. Ok. Il fait un compte-rendu et il met des préconisations à la fin. Pour tel problème, je vous conseille de faire ça. D'accord. Et basta. Donc, normalement. il n'a pas de force contraignante, en fait. Non. Surtout quand c'est un ergonome externe, appelé par la boîte. Ouais. Ils prennent le rapport, ils en font ce qu'ils veulent. Ok. C'est vrai que j'imagine que l'entreprise, du coup, se sert de ce rapport-là pour potentiellement créer des politiques liées à la QVC, à la qualité de vie et conditions de travail, QVCT, ou encore mise en place de, je sais pas moi, différents accords qui sont attraits à ça. On parlait du harcèlement, ça peut être l'égalité pro-femmes-hommes, enfin il y a tellement de choses qui se démultiplient dans plusieurs accords, donc ouais, ça reste un peu light quand même. C'est pour ça que moi, cabinet, ça m'appelait pas trop. D'accord, ok. Parce que tu fais ton rapport et puis advienne que pourra. Voilà. Un ergonome qui fait que de l'ergonomie en entreprise, il a quand même peut-être ce niveau de suivi, un petit peu des plans d'action et des préconisations qu'il a proposés. Forcément, il connaît les situations de son entreprise. Il peut vraiment mener à bien différents sujets et que l'entreprise puisse avoir un suivi au fil de l'eau. Ouais. Et moi, alors, pour la partie ergonomie, je fais des audits, on va dire, j'appelle ça comme ça, des études de poste collectives. C'est-à-dire que souvent, les ergonomes, par exemple, l'ergonome de la médecine du travail, en général, il va être appelé pour le cas d'une personne. Cette personne-là rencontre des problèmes sur son poste de travail, ou cette personne-là a un handicap particulier, il faut adapter. Ah, c'est pas ce que tu fais? Non. Ah, d'accord, tu vois, je non, pensais... moi, en fait, alors, grosso modo, je peux intervenir dans plusieurs cas. Soit on a un courrier de l'inspection du travail, de la CARSAT ou de la CRAMIF, qui soit, maintenant ils connaissent très bien mon prénom, demande mon intervention immédiate ou demande juste l'intervention d'un ergonome, et pour ma boîte, c'est plus simple de m'appeler moi. Là, il y a des enjeux quand même financiers, juridiques, et donc quand je me déplace, c'est qu'il y a un sujet. C'est sérieux, oui. Voilà, c'est qu'on est... Alors, malheureusement, on n'est plus dans la prévention, mais on est dans le curatif, en fait, déjà. Donc, en général, ça va être pour tous les courriers de ces instances-là que je me déplace. Et pour la mise en place de nouveaux projets. D'accord. Où un nouveau projet a déjà été mis en place, on n'a pas été mis au courant, et il y a des problèmes. D'accord. Ou les représentants du personnel aussi peuvent me sonner. Okay. Ça arrive aussi. Et donc, c'est pour ça que je fais pas de choses personnalisées, je fais pas d'études de poste personnalisées, parce que à chaque fois, je vais arriver sur une équipe. Oui. Et là, à date, tu as pu évaluer tous les postes au sein de ta structure? Eh ben non. Par faute de temps, parce que peut-être un poste un groupement de personnes dans le poste ne fait pas appel? Déjà, on a ça. Et puis, il y a des postes qui sont beaucoup plus sujets à des problématiques. Okay. Donc, et puis, il y a des projets. Donc, par exemple, là, on a un projet sur les préparateurs de commandes. Et donc, je fais beaucoup d'études de poste sur les préparateurs de commandes. Ça dépend. Mais non, je connais presque par cœur tous les métiers de ta boîte. De ma boîte, parce qu'il y en a beaucoup, mais pas encore. Ok. On parlait un peu de ça. Que sont les TMS? Troubles musculo-squelettiques. Qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, ça commence par une douleur, ça peut finir par une lésion, et ça atteint en général muscles, tendons, nerfs. D'accord. Typiquement, canal carpien. C'est un trouble, c'est une maladie professionnelle qui découle d'un trouble musculo-squelettique. D'accord, ok. Et ça, alors c'est dû à plein de facteurs.
Mais en général, ça va être sur des métiers physiques où il y a de la répétitivité et du port de charge, grosso modo. Les femmes sont plus atteintes que les hommes. Ah bon? Oui. Parce que plus fragiles. Ouais. Et parce qu'en général, elles ont des métiers beaucoup plus répétitifs, plus minutieux. Oui, c'est vrai. Maintenant que tu le dis. Donc beaucoup poignets, coudes et épaules chez les femmes. Dans ton expertise, est-ce que pour toi, il y a eu un moment où l'ergonomie a pu transformer de façon significative les conditions de travail? Ouais. Est-ce que tu as des cas particuliers où vraiment voilà, la santé-sécurité était en jeu et où ton expertise a permis d'assainir, régler quelque chose en ce genre? Ça a été compliqué, mais oui. Bah, je vais prendre cet exemple-là parce que c'est c'est les derniers déplacements que j'ai faits, mais ça a commencé en 2023. Oui, c'est très long comme tu le disais, oui. 2023, on m'appelle pour me dire va dans tel entrepôt, voir les préparateurs de commandes parce qu'on a mis en place la mécanisation. Normalement, un préparateur de commandes, chez nous, il a une palette et il fait un circuit, toujours le même. Il tourne, il remplit sa palette avec ce que dit la commande vocale. Et une fois qu'il a fini sa palette, ça va partir pour un magasin. D'accord. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont découpé les tâches de manière à gagner du temps. Bon, voilà, c'est une question de productivité. Donc maintenant, il y a un opérateur qui injecte les colis qui sont reçus par les fournisseurs dans un circuit qui est mécanisé. Et en bas, un opérateur qui récupère le colis et qui pose sur la palette. Oui. Et donc, du coup, en fait, c'est le même geste toute la journée. On m'a dit, donc il y a un sujet instance représentative, est-ce que tu peux aller voir parce qu'on veut le déployer partout, ce projet. Donc, j'ai été voir, j'ai fait mon étude de poste, où j'ai relevé beaucoup de choses qui n'allaient pas et tout ce qui aurait pu être amélioré sur les prochaines mécas parce qu'elles n'étaient pas encore construites. Et du coup, on a fait des réunions avec les chefs de projet, tout ça. Et là, il y en a une qui vient d'être finie à Bourges et qui est vraiment pas mal. Totalement différente de celle que j'ai vue en 2023 parce que nous, on a été intégrés dans le process. D'accord. Parce que, alors, le métier reste difficile, ça change pas le fait que y a du port de charge. À la fin de la journée, les gars, ils sont fatigués. Mais par contre, sur le projet initial et sur ce qu'il y a maintenant, ils sont beaucoup plus protégés dans leur santé que ce qu'ils auraient pu... Enfin, je pense que si ma direction, parce qu'il y a moi, mais il y a aussi, attention, il y a 18 autres personnes qui sont là, qui ne sont pas ergonomes, mais qui sont préventeurs, qui travaillent en région. Oui. Et c'est grâce à eux aussi que, du coup, on a pu sortir quelque chose de pas trop mal. Et comment tu expliques que certains projets soient mis en place sans faire appel d'abord à l'ergonome qui est en plus dans la structure? Oui, je sais. Alors, soit par méconnaissance. Alors, au début, je pense que c'était de la méconnaissance. Notre direction était sûrement pas très connue parce qu'elle était petite et récente. D'accord. Et moi, je pense que j'étais pas du tout connue. Au début, il y a eu de ça. Et après, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'a priori sur « oulala, elle va nous bloquer le projet ». On le passe un peu en soum-soum, excuse-moi du terme, tu vois. Parce que à chaque fois qu'ils font ça, on est sûr de se prendre un courrier. C'est ça, donc, vous allez être sollicité pour faire, comme tu l'as dit, du curatif. Et c'est ça. Et en plus, ça coûte de l'argent, ça sert à rien. Ça fait perdre du temps, dans leur mise en place. De l'argent. Et en plus, pour ceux qui travaillent sur place, c'est pas cool. Oui. Donc, oui, parce que ça les met quelque part un peu en danger. Bah oui. Donc voilà. Donc au début c'était compliqué. Maintenant il y a des directions. Alors parce que chez nous c'est très tout est processé, organisé. Il y a des directions machin. Donc il y a des directions, par exemple la direction fruits et légumes, je te dis n'importe quoi, avec qui maintenant on s'entend entre guillemets très bien. Dès qu'ils ont un projet en tête, ils nous mettent tout de suite dans la boucle. Et là ça roule. Et il y en a d'autres qui bloquent encore un peu. Oui, par méconnaissance, par crainte peut-être, effectivement. Après, c'est vrai que oui, je bloque des projets, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si c'est bloqué maintenant, après, ça déroule, quoi. Il y aura pas de problème après. La pédagogie. Ok. Voilà.
t'en parlais un peu de tout ce qui est réglementation et que Mhm. justement l'ergonome fournissait davantage de préconisations non contraignantes. Juridiquement, ton métier a une importance capitale dans le respect de la santé-sécurité. Est-ce que tu vois quand même des règles spécifiques qui viennent appuyer justement ton expertise? Alors, c'est très compliqué. On se base sur plein de choses. Alors, il y a le code du travail. Forcément. Mais chez nous, ça va représenter 2 articles. Mm. Le L 41-21-1 et le 2. En gros, le premier, il dit que l'employeur il est obligé d'assurer la sécurité. Et le deuxième, il parle un peu d'ergonomie. Ok. Donc, au niveau du code du travail, nous, on a ça. Après, en général, ça va être l'inspecteur du travail qui peut nous soustraire ou nous imposer des choses via ces deux le articles. code du travail. Donc, je me sers du code du travail. Je me sers de tout ce qui est normes. Elles proviennent d'où ces normes? Alors, en général, ça va être l'AFNOR. Ça n'a pas de... Comment dire? Légalement, c'est pas obligatoire. Ok. Mais c'est quand même fortement conseillé. Alors, c'est là où... Voilà. Oui. On sait très bien en droit que quand En fait, légalement, si on le respecte pas, on n'a pas de problème. S'il y a un problème, suite au non-respect, il y aura effectivement des Voilà. conséquences, bien C'est évidemment. ça. Oui. C'est ça. Ok. Donc, les normes, chez nous, ça va être beaucoup tout ce qui est NFX 3509. Ok. Donc, c'est comment Ça, je la norme positionne... ISO 9000. Oh, 9001, 9000. les ISO aussi, on en a, Ok. exactement. Mais nous, chez nous, c'est beaucoup NFX. D'accord. Et après, on va voir tout ce qui est recommandations. Ok. Recommandations INRS, beaucoup, ANACT. Et ça, la CARSAT et la CRAMIF sont vachement regardants dessus. Tu parlais effectivement aussi des instances représentatives du personnel, les CSE. Ouais. Tu travailles énormément avec Oui. elles ou pas? C'était pas du tout prévu. En fait, ah ouais, c'est ça que je... Ah oui, à la fac, je pense qu'il manque des choses. Alors, dans le ah ouais. cursus, Ah oui, ouais. oui. Mais peut-être maintenant, parce que quand tu as fait tes études il y a presque 7 ans à peu près, 7-8 ans, c'était pas un besoin déjà, peut-être? Je sais pas, ou alors c'est quelque chose de spécifique à la profession que j'exerce dans la boîte. Ouais. Mais alors chez nous, les instances représentatives ont une grosse place. Et en plus, on a plein boîte d'entités juridiques, donc chaque entité juridique, c'est tout un truc. Et moi, quand je suis rentrée, donc à la fac, j'avais pas du tout appris à gérer et à communiquer avec les instances représentatives. Et au début, quand on me disait, tu vas alors CSE, C2SCT, C2SCTC, c'est sec. Moi, je disais non. Non, j'ai pas été formée pour ça, j'y vais pas. Mais du coup, j'envoyais des gens de mon équipe qui sont pas experts présenter mes propres dossiers et forcément, ça fonctionnait pas. Ouais. Donc, j'ai demandé une petite formation de prise de parole en public. Tu as bien fait. Parce que je me sentais pas du tout à l'aise. Parce que faut savoir que des fois, il y a 50 personnes. Ah ben non, mais des fois, qui sont là contre le projet. Voilà. Donc, j'étais vraiment pas à l'aise avec ça. J'avais pas été formée. Ils m'ont offert la formation qu'il fallait. Oui. Je me suis lancée. Et bizarrement, c'est ce que je disais à ma directrice l'autre fois en ECC, j'aime bien, en fait. En fait, j'aime bien. J'aime bien parce que, au-delà du fait que des fois, c'est vraiment très chaud, c'est compliqué. Le dialogue social, de toute façon, c'est vraiment très compliqué. Mais... Surtout quand on parle de santé-sécurité, hein, tu vois. Oui. C'est vraiment des enjeux qui touchent aussi personnellement. Et moi, je le sens par ma profession aussi, de juriste relations sociales dans une branche pro, que vraiment ces sujets-là, c'est vraiment, ça tient à cœur, quoi. Ça tient à cœur. Et ils ont l'impression... Enfin, au début, je pense qu'il y avait ce truc... Moi, pour eux, je représente la direction. Oui. Je suis ergonome, oui, mais... Côté boîte, côté... et il y a eu tout ce truc, on s'est apprivoisé un petit peu. Ah bah oui, forcément. C'est terrible ce que je vais dire, et je sais que ma directrice n'aime pas, mais moi, je suis ergonome avant d'être employée dans la boîte. D'accord. Je me sens ergonome d'abord. Tu te sens comme si tu étais un peu un prestataire externe? Oui. Ah ouais, c'est marrant, tu vois. Parce que si je travaille pas comme... Enfin, pour moi, si je pense pas comme ça, je suis plus objective. Tu comprends? Ok, je comprends parfaitement. Il y a un gros truc d'objectivité. Et alors, eux, ils aiment pas hein, quand je dis ça. Non, tu es employé avant d'être... Non. Je dis non. Je suis d'abord ergonome. Et ça, j'ai essayé de leur faire comprendre. Sur les premières instances, ça a été compliqué. Et finalement... Moi, je présente des chiffres. J'essaye toujours de présenter des choses concrètes. Si je dis qu'il y a ça, j'essaye de présenter... De façon factuelle. Voilà. Et je leur dis, moi, j'ai rien à gagner, j'ai rien à perdre. Il n'y a pas d'enjeu pour moi.
quand je présente. Oui. Et je pense que ça a été compris et que, alors des fois ils sont pas d'accord, on en échange, il y a pas de problème, mais je trouve que c'est des échanges intéressants. Eux, ils sont sur le terrain, ils savent ce qui se passe. Je pense qu'il faudrait un peu plus les écouter des fois. Voilà. J'aime ça. Maintenant, j'y vais. Alors, avant, je préparais ma slide, j'apprenais tout. J'étais poète, quoi. Ah bah oui. Mais parler avec des IRP, ils connaissent déjà leur métier. Ils connaissent parfois très bien l'exercice de leur mandat. Oui, et ils sont bien renseignés sur la santé et la sécurité. Donc tu peux pas leur Ils font aussi appel à des experts aussi indépendants. Bien sûr. Donc, bien évidemment, tu peux... Il faut, je pense, effectivement... être forcément à l'aise dans ce jeu de posture un peu, forcément. Moi, j'y vais nature peinture. Et je pense que ça plaît. Quand je sais pas, je leur dis. Je vais pas leur raconter des cracks. Quand je sais pas, écoutez, je vais me renseigner. Là, j'ai un doute, je suis pas sûre. Ouais, je suis complètement d'accord de cette position parce qu'il y a beaucoup d'employeurs qui se mettent justement dans une forme de posture à dire moi je sais tout et c'est ça et s'avancer alors que tu ne sais pas et tu t'es trompé et que tu vas devoir revenir en arrière et voici peut-être les conséquences de ta bourde, quoi. Puis des fois, c'est une question de point de vue. On peut juste discuter, on n'est pas d'accord. Oui. Voilà, et non, franchement, j'aime cet exercice. Parce qu'en plus, comme tu l'as dit, juridiquement, il n'y a pas beaucoup de contraintes, à part les 2 articles dont on a parlé. Donc, ça veut dire que c'est vraiment le champ libre à la négociation, au dialogue, à la discussion, tu vois. Ouais. Et donc, ça, c'est vrai que c'est important. Tu travailles avec d'autres acteurs du droit. Tu me parlais de l'inspecteur du travail. D'autres aussi? Alors, moi, ma directrice, beaucoup avec les avocats. Ok. Mais moi, j'y suis pas. Franchement, j'ai pas de contact avec eux. Ça, c'est quand vraiment on est dans le côté curatif et que il y a du contentieux, quoi. Ou que malheureusement, on a eu un gros accident. Après, pour tout ce qui est... Alors, je vais parler DURP. Oui, on mettra aussi un bandeau. Document unique d'évaluation des risques professionnels. Voilà. En général, on le fait consulter par les avocats pour vérifier s'il est conforme. D'accord. Ok, donc inspection du travail, avocat, beaucoup inspection du travail. Ok. Penses-tu qu'il faudrait justement davantage de règles contraignantes? Bah oui. Pour faciliter les choses. Bah oui. Mais à ça ton marche avis, que comme ça. Pourquoi aucune... le législateur, parce que c'est lui qui prend des choses contraignantes, pourquoi en termes de loi, dans le Code du travail, ou pour moi, ce serait que dans le Code du travail de toute façon, pourquoi il n'y a rien à ce jour? C'est une bonne question. À part les 2 articles-là. C'est une bonne question. Et tu sais que moi, le pire, je reviens dans mes années études, etc. Quand j'avais un cours précisément sur la santé-sécurité, quand je faisais mon MBA en ressources humaines et relations sociales. Et je me posais la question, je me disais, mais pourquoi il y a 2 pauvres articles qui te disent que l'employeur doit veiller à prendre toutes les mesures, machin. Quelles sont ces mesures? Comment doit-il le faire? Pourquoi il n'y a rien? Et que, oui, voilà, c'est laissé effectivement à la jurisprudence, voilà, les juges de se positionner s'il y a des litiges. Mais pourquoi, à ton avis, il n'y a rien? Quand tu regardes au niveau du terrain, tu vois? Parce que, alors, voilà, une question. Je pense qu'il y a tellement de... C'est difficile de faire... comment dire? L'humain, il est tellement différent que même en ergonomie, on essaye de faire au mieux, on essaye de s'adapter au plus grand nombre, mais il y a tellement de spécificités, tellement de métiers, tellement de différences que je vois pas comment... Oui. En fait, pour moi, c'est compliqué. Il y a, par exemple, il y a des normes sur la hauteur que doit faire un bureau ou sur la hauteur à laquelle tu dois ranger ta boîte de conserve. Oui. Mais tu as des mecs qui mesurent 1,60 m et tu en as qui mesurent 1,90 m. En fait, c'est ce que tu veux dire, c'est qu'il y a trop de cas particuliers. Ouais. Alors, je sais qu'on peut pas faire... on est obligé de faire du général, mais peut-être que c'est pour ça, ou parce que les enjeux de la santé sont pas compris. Encore ? Ça me fait aussi penser, là, j'ai fait un séminaire récemment sur tout ce qui était impact du climat, donc l'augmentation de la température à horizon 2050, et les conditions de travail. Et justement, l'une des intervenantes disait qu'il était compliqué pour le législateur de fixer des règles du style à partir de tel degré, faut cesser le travail parce qu'il fait trop chaud, ou à partir de tel degré, il fait trop froid, donc faut cesser le travail. Ça dépend pour qui. Et ça laisse effectivement le champ à des branches professionnelles ou en entreprise de se saisir et d'affirmer par un accord qu'à telle température, tu cesses le travail.
Et ça me fait penser à ce que tu dis, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a tellement de cas particuliers que c'est trop, en fait. Faudrait rentrer dans chacune des Ah ouais. spécificités, que ça en devient trop compliqué, en fait. Nous, par exemple, on a des sites dans toute la France. Ça voudrait dire que faudrait faire quelque chose de différent pour ceux qui sont dans le sud et ceux qui sont dans le nord. Ouais, ouais, bah, Parce qu'ils sont pas soumis aux mêmes températures toute l'année. mmh, ouais, Après, je pense que sans rentrer vraiment dans le détail, peut-être que ça manque quand même un peu de lois oui, un peu plus générales mmh, qui pourraient contraindre. Moi, je ouais, pense que pour moi, pour que ça marche, il faut contraindre. J'ai l'impression que ça fonctionne que comme ça. bah, en même temps, ça viendrait un peu en dissonance de ce qui est laissé un peu, aux entreprises depuis les ordonnances Macron de 2017, Mmh. à la négociation d'entreprise, au dialogue social. Donc ça viendrait aussi un peu, Ouais. mais en même temps, quand on parle de santé-sécurité, bah, en fait, on parle d'un sujet très sérieux qu'il faut s'emparer et tu peux pas juste laisser au bon vouloir de l'employeur et bah, effectivement des partenaires sociaux, juste une discussion, quoi. Enfin, Ouais, c'est délicat. surtout sur Franchement, des c'est métiers délicat. particuliers, des métiers risqués où effectivement, ouais, les choses sont très Mmh. compliquées, quoi. Mmh mh. Mais ouais, effectivement, je voulais avoir ton point de vue Moi, un je peu pense que plus, ça va venir. philosophique des choses. Ouais, Je tu pense penses que que ça va venir? oui, 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 je Bah, un pense peu que ça comme, vient. la santé mentale aussi, tu vois? Ça vient petit à Ça vient, petit. la santé mentale, ça vient en je veux pas dire de bêtises, mais je crois que le 2 août 2021, Mmh. il y a une loi qui était sortie aussi, ou un article, alors je connais rien au droit, donc je vais pas dire de bêtises devant toi, tu vois? Mais Je en tout mettrai cas, la vraie il y a source. il y a un petit quelque chose qui était sorti, qui a contraint un petit peu OK. et j'ai Ça vu, me dit hein, rien, mais si ouais. 2 août 2021, je crois, OK, si je dis pas de bêtises, OK, hein, à OK. vérifier, Oui, et bizarrement, quand cette loi est sortie, il y a des choses qui se sont passées chez d'accord. moi. OK, oui, donc oui, voilà. Donc encore une fois, Des la force choses la force contraignante. basico-basiques, Ouais, hein. ouais. Donc bon, Encore une fois, par la contrainte, effectivement, ouais. on peut faire pas mal de choses. On va passer à un autre sujet, un Mmh. peu plus, bien-être, productivité. Comment l'ergonomie influe-t-elle dans les politiques de bien-être au travail? Comment cela se traduit concrètement en termes d'absentéisme, en termes d'augmentation des arrêts de travail ou des choses comme ça? Est-ce qu'il y a des indicateurs particuliers, Ouais, grâce justement à ton expertise, oui. qui révèlent justement Bah certains oui. sujets? Voilà, je Ah disais oui, 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 l'absentéisme, oui. voilà Ah tout bah ça, quoi. alors avant chaque étude de poste, ce que je fais, c'est que je vais regarder tous ces indicateurs-là. Donc accident du travail, Mmh. absentéisme, le turnover. Oui, j'avais oublié celui-là, oui. Je regarde aussi, combien il y a d'hommes, combien il y a de femmes, Mmh. quelle est l'ancienneté? Est-ce Mmh. qu'on est plutôt sur du novice, de l'expérimenté? Est-ce que l'équipe a grossi, a rapetissé au cours du temps? En général, je le fais sur 3 4 ans. D'accord. Je regarde, et ça permet déjà quand même de comprendre un peu ce qui se passe. Mmh. Forcément, une équipe où il y a beaucoup d'absentéisme et de turnover, c'est qu'il y a un sujet. Mmh. Donc quel qu'il soit, va falloir aller creuser. Des fois, c'est plusieurs choses, et après, ce qui est intéressant, c'est une fois que tu as fait ton étude, que les préconisations ont été mises en place, tu laisses passer 1 an et tu regardes les chiffres. D'accord. Et là, tu peux voir si, s'il y a du mieux ou du pas mieux. En ergonomie, c'est vraiment ça qu'on va regarder. Beaucoup accidents, absentéisme et turnover. L'entreprise dans laquelle tu travailles prend-elle en considération justement ça Mmh. par des accords ou Ah ouais, il y a un gros la sujet mise en absentéisme, place hein, de chez ça? nous, hein. Ouais, OK. Ouais, ouais. On est, au-dessus des Des chiffres, chiffres nationaux. voilà, il y a beaucoup d'absentéisme, donc ça fait 1 an et demi que c'est le sujet, et d'ailleurs, alors moi, j'étais un peu triste, mais nous, direction, alors moi, je suis à la direction prévention santé et handicap. Et pour notre direction, on nous a mis en objectif numéro 1, réduire l'absentéisme. Mmh. Oui, d'accord. Mais pour réduire l'absentéisme, ça passe par, alors bon, il y a le matériel, il y a les effectifs, bon, il y a tout ça, mais donnez-nous les moyens de pouvoir réduire l'absentéisme. Euh, Nous, on veut bien, hein, mais il faut qu'on puisse le faire, il faut qu'on comprenne ce qui se passe. Et ça, et ça a fonctionné. On est en train de OK. réduire l'absentéisme. Non, mais comme quoi? Ouais, Ah ouais, ouais, c'est ouais, génial. ouais, ouais. Par tout un tas d'actions. Je pense que voilà, l'évaluation des risques psychosociaux, euh,
tout ce qu'on essaye de mettre en place, ça fonctionne. En tout cas, ça marche. D'accord. C'est pas énorme, hein, mais c'est en progression. C'est en progression et oui, comme on l'a dit, la santé mentale, tous ces sujets-là, c'est le démarrage diesel et après ça va prendre sa vitesse de croisière. Le sujet numéro 1, c'est l'absentéisme. Après, débrouillez-vous pour le réduire. Eux, je pense qu'ils comprennent pas forcément que l'absentéisme est causé par peut-être des mauvaises conditions de travail. Tu vois, je suis pas sûre qu'ils aient le truc. Ouais, c'est marrant, tu vois. Pourtant, quand on est en entreprise et qu'on est salarié, on se dit, mais forcément, les gens, ils en ont marre, ils sont fatigués. Et démotivés. Puis, voilà, j'arrête, quoi. Je suis pas là. Ouais, mais... Ça semble logique, mais... Pour moi, ça l'est, mais c'est pas... C'est peut-être une hypocrisie, un peu. Hein. Parce que l'absentéisme, j'ai l'impression que c'est un sujet dans beaucoup d'entreprises, surtout dans celles où effectivement va y avoir de la pénibilité, de l'effort physique. Et clairement, j'ai l'impression, peu importe quand on peut parler avec des personnes autour de nous, que ce sujet-là, il est pris comme ça un peu à la légère, alors que derrière, il y a des personnes qui souffrent de leurs conditions de travail. C'est ça. Alors que franchement, je vais te dire, des gens qui ont des métiers difficiles physiquement, que ce soit au niveau des horaires ou de ce qu'ils peuvent porter au quotidien ou la relation client, peu importe. Des gens qui ont des métiers difficiles, qui sont bien traités, qui ont le matériel qu'il faut et qui sont reconnus, il n'y a pas d'absentéisme. Le problème, c'est pas la pénibilité du métier, la difficulté du métier. Si on leur donne ce qu'il faut et le soutien social et toute la reconnaissance qu'il y a derrière, je te garantis que... Alors... c'est sûr que... Des cas particuliers, hein, mais... Voilà, mais je te garantis qu'ils aiment leur entreprise et ils viennent travailler. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi et complètement en phase avec ça. Penses-tu que toutes ces questions liées à la santé-sécurité, les conditions de travail, sont comprises par les équipes avec lesquelles tu travailles? Oui, ça commence aussi. Oui. Déjà, alors le temps de le faire... que ma direction s'organise bien, parce qu'on a eu plusieurs réorganisations, que tout le monde soit OK sur ce qu'on doit faire et tout. Maintenant, nous, on est opérationnel, genre vraiment. Okay. Et du coup, forcément, ça se déploie bien autour. Oui. Donc, c'est dans le mieux. Franchement. Et tu parlais justement que tu faisais de l'événementiel. Ça contribue justement à sensibiliser sur le travail que tu fais? L'événementiel que je fais, ça n'a rien à... Enfin, comment te dire? Moi, je fais surtout tout ce qui est... j'aime beaucoup lutte contre le cancer du sein. Ok. Donc, c'est un sujet en entreprise parce que, par exemple... Octobre Rose. Voilà. Et puis, il y a un métier chez moi, dans ma boîte, où les femmes sont particulièrement sujettes au cancer du sein. D'accord. Donc... Moi, ça, c'est un événement, c'est une course qui est en octobre, auquel on participe, on a un stand, on a des inscrits, enfin, on fait tout un événement. Je ne suis pas sûre que niveau santé et sécurité, ça a un vrai impact. Mais je pense que ça permet quand même de remettre tout le monde autour d'une cause et de faire connaître un peu. Alors moi, je vais faire des flyers, il y aura des webinaires, des choses comme ça, mais je ne suis pas sûre que foncièrement, ça change quelque chose, mais c'est un événement que j'aime bien organiser, qui intéresse, qui plaît. Je fais plutôt des événements comme ça, moi. Et des événements justement qui permettraient de faire connaître, de sensibiliser au sujet santé-sécurité? Ça, c'est plus les préventeurs chez moi qui le font. D'accord. En fait, on a un chef de projet qui est un peu spécialisé dans tout ce qui est événements, test matériel, commande de matériel. Okay. Lui, il va dire, là par exemple, la semaine prochaine, c'est la semaine de la santé. Donc on a Parfait, des thèmes aujourd'hui. On a des thèmes sur l'addiction notamment parce que chez nous on retrouve l'alcool, tout ça. Et donc lui, avec son alternante en communication, tout ça, il prévoit des animations, des webinaires, des supports qui sont envoyés aux préventeurs qui vont eux faire les animations sur site. D'accord. Donc ça va être plutôt de ce côté-là. Ok. Ouais, donc il y a pas mal de choses qui sont faites, que ce soit pas forcément à ton niveau, à toi, mais effectivement, c'est pas mal dispatché. Ouais, semaine de la santé, semaine de la sécurité. Bon, on a Octobre Rose, on a Movember. Oui. Et après, ponctuellement, on peut avoir d'autres petits événements côté handicap aussi, sur les autistes, sur tout ça. Donc, on communique pas mal. Ok, ça c'est bien. Le mot bien-être au travail, moi, je le trouve un peu fourre-tout.
C'est-à-dire que tu vas regarder des annonces de postes où on va te dire pour le bien-être au travail, on a un baby-foot, je caricature, hein, mais parfois c'est ça. On a un baby-foot et on vous prévoit ci, on vous prévoit ça. T'en penses quoi de ce mot, toi, le bien-être au travail? Pour moi, ça se définit pas par le baby-foot, ça c'est sûr, mais... Enfin, quand pour toi, le bien-être au travail, c'est le baby-foot, ça veut dire que tout ce qu'il y a derrière, les basiques qui sont respectés, que tout va bien, Ouais. non, ça n'existe pas. Parce que tu vois, il y a beaucoup, je pense, d'entreprises, surtout les plus petites, hein, Oui, petites et les moyennes startups, entreprises, beaucoup, voilà, ouais. start-up, qui vont un peu se cacher derrière justement ce côté bien-être au travail et un peu passer sous couvert la vraie santé, sécurité, les Ouais. conditions de travail. Derrière ce truc, tranquille, on a une terrasse en haut, on a un baby-foot et Ça, puis machin, tu vois. alors oui, ça contribue d'avoir un cadre. Forcément, le cadre, c'est important. Si tu as des beaux locaux, que tu manges bien à midi, par exemple, la cantine est bonne. Oui, mais si derrière, tu es stressé, tu as une charge de travail de dingue, et je te dis n'importe quoi, tu as un écran comme ça, d'ordinateur, le baby-foot et tout, ça sert à rien. Je te dis ça parce qu'en ce moment, je trouve qu'il y a une tendance des coachs bien-être. Ah ouais. Non, mais tu sais, c'est comme les... Je savais que t'allais réagir comme ça. C'est comme les psychologues qui sont pas psy, mais qui sont... Les coachs développement personnel, là. Ouais, tout ça, là, où c'est pas thérapeute, il y a un nom, là... Bon, je sais plus, mais qui... En gros, toi, t'as besoin d'aller voir un psy, et tu vas voir Jean-Jacques qui te dit fais de la randonnée, tu vois. Non, mais ça n'a pas de sens. Mais c'est clair, mais tu vois, il y a beaucoup de coachs. Oui, j'ai vu. Alors, mais je comprends pas, ils font quoi? J'en suis une, tu vois, que je ne citerai pas parce que d'ailleurs j'ai pas son nom en tête, mais je la suis, qui est beaucoup appelée dans les entreprises pour dispenser un certain savoir sur ce qui est de bien de faire en entreprise pour augmenter justement ce bien-être au travail. Et c'est pour ça la première question que je t'ai posée, c'est que pour moi, ce mot, il est fourre-tout et que visiblement les coachs bien-être ont même rendu ça limite à la même hauteur que la QVCT, tu vois. Ah ouais, non, ça n'a rien à voir. Attention, j'ai rien contre les Bien coachs, sûr. je respecte le métier, chacun son métier. Je pense que ça peut être intéressant quand... c'est un plus, pour moi, ça serait un plus. C'est-à-dire que c'est bien, tu as un préventeur, un préventeur ou un ergonome ou un expert en santé et sécurité, accompagné d'un coach. Je pense que ça peut être intéressant parce que l'expert, des fois, il a tendance à être un peu rigide. Oui, il est très chiffres, etc. Chiffres, process, c'est comme ça. Et c'est vrai que moi, des fois, d'avoir des alternantes, que ce soit en com ou en ergo ou quoi, ça m'ouvre un peu les chakras, quoi, tu vois. Oui. Parce que t'as tendance vite à t'enfermer dans ton truc. Donc peut-être que une équipe constituée d'experts et d'un coach, c'est quoi, c'est Chief Happiner ou un truc comme ça? Exactement. Mais j'ai été CHO voilà. dans une autre de mes vies. Mais... Ça peut être pas mal. Si t'appelles ce type de personne alors qu'il n'y a rien d'autre qui est fait... Pour moi, c'est superficiel. Attends, parce que du coup, c'est un métier que je connais pas vraiment. Enfin, j'avais entendu parler, mais tu fais quoi? Moi, alors le coach bien-être, je sais pas vraiment ce qu'il fait. Moi, tu vois, en tant que Chief Happiness Officer, effectivement, CHO, je devais mettre en place des actions avec une... Et quand est-ce que tu as été... Quand j'ai été dans ma précédente expérience qui a duré le plus longtemps. Non. Je t'assure. Je me suis portée... Tu faisais pas que ça? Je faisais pas que ça, effectivement, mais je me suis portée volontaire. Ah bon? En plus, effectivement, parce que je me dis, ça fait longtemps que je suis dans la boîte, donc effectivement, c'est important les sujets du bien-être. Parce que pour moi, le bien-être, je le mettais, je pense, naïvement, dans la même lignée que la qualité de vie au travail et que forcément, si on bien-être, santé, c'est... Ouais, voilà, tu vois, c'est un peu kiff-kiff. Forcément, si on propose des activités, des machins, en plus, ça passait que par des activités, mais qui avaient une valeur ajoutée, bien évidemment, que ce soit pour l'entreprise en termes de communication et aussi pour les salariés. Mais c'est vrai que j'ai compris par nos discussions au fur et à mesure ton métier, et c'est vrai que quand j'ai vu que j'avais fait ça, des fois, avec le recul, je rigole, je me dis, mais en fait, c'est ridicule parce qu'il n'y avait que ça. Il n'y avait que ça qui était mis en place. Je te parle vraiment de cette tendance des coachs bien-être. Ouais. Pour moi, une entreprise va davantage faire appel à eux
qu'à un ergonome, ce qui est complètement dissonant un peu à t'écouter parce que il y a besoin un peu d'aller gratter ce qu'il y a en dessous pour effectivement après dire oui, je t'ai mis un baby-foot, c'est super, tu vois. Oui. Je caricature. Oui. Ceux qui ont un baby-foot ne me attrapez pas mes vestes. Non, mais en fait, c'est comme... ou alors, c'est comme les coachs sportifs, ceux qui sont certifiés coachs sportifs, diététiciens, tout le tintouin, là. Et que tu as maintenant aussi cette grande mode, tu vas sur Instagram, parce que c'est mon réseau social préféré, des coachs fitness, mais qui sont pas diplômés. T'en as à tire-larigot. Et du coup, je pense que c'est la même chose. Je dis pas qu'il n'y a pas de savoir, il y a pas de savoir, il y a pas de, mais va dire à un inspecteur du travail, toi. Oh, on a un chief happiner. Le gars, il est en bas de ta boîte, il t'attend comme ça. Non, attends, tu peux pas. Non, c'est pas possible. Je ne sais pas, je précise, que je ne sais pas si ces coachs en bien-être sont diplômés, ont des diplômes, s'il y a même un diplôme. Ou une formation. Il doit y avoir une formation. Même, ça se trouve que justement, ces coachs ont à peu près le même cursus que toi. Je sais pas, un diplôme de psychologie en travail ou peut-être. C'est vrai que peut-être. Parce qu'en ergonomie, l'ergonomie, grosso modo, soit tu viens de psycho, soit tu viens de STAPS. Ah bon? Ouais. Mais du coup, c'est pas dissonant que t'aies fait STAPS. Enfin, mais le truc, c'est que STAPS, ça va être centré très, très biomécanique. Du coup, ouais. Voilà. Et moi, j'étais très centrée RPS, organisation du travail. La biomécanique, je me suis formée toute seule dessus. Ok. Mais donc peut-être qu'il y a d'autres cursus que je ne connais pas. Coach de vie, peut-être que ça passe par de l'ergonomie. Franchement, je sais pas. Effectivement, moi non plus. Là, je parle vraiment à tatillon. Donc, si effectivement, il y a des coachs bien-être qui passent par là, qui ne se sentent pas stigmatisés, mais c'est vrai que vu que voilà, tu as une profession qui est en plus accréditée par un diplôme, je me demande le versus qu'il en est, quoi. Surtout que ce sont des personnes qui sont appelées dans des entreprises qui visiblement ont une valeur ajoutée, qui est effectivement propre à l'entreprise qui prend contact avec ces personnes-là. Mais voilà, ce serait bien de demander aux autres ce qu'ils en pensent. Ouais. Est-ce que pas de la personne non, en elle-même, complètement. On parle mais est-ce que depuis que cette personne-là, tu te sens mieux au travail? Qu'est-ce que ça apporte? C'est des vraies questions. Franchement, j'ai pas la réponse. Pour moi, je me dis ouais, ça peut être pertinent. Par exemple, dans mon équipe, je me dis peut-être que ça pourrait être pertinent d'en avoir un pour tout ce qui est événementiel, peut-être. Ça ferait plus sens parce que... Mais pas pour autre chose. Ouais. Parce que c'est vrai, je ne sais pas quel est leur champ d'application. Parce que, voilà, encore une fois, ce mot bien-être, pour moi, il veut tout dire et rien dire, tu vois. C'est quoi le bien-être pour toi? Non, je vais pas lancer. Attendez, parce que c'est une question que j'aime bien. En plus, le bien-être au travail. Parce que... Quand est-ce que t'es bien, toi, au travail? Après, c'est propre à chacun. Oui. Moi, je suis bien au travail quand j'ai un environnement dans lequel je me sens épanouie. Okay. C'est-à-dire que je vais interagir avec des personnes... alors, le mot, encore une fois, aussi bienveillance, voilà, ça veut... Que tu considères, toi, bienveillante. Que je considère, moi, bienveillante. Ouais. Que je trouve professionnelle aussi. C'est important pour moi d'avoir cette notion de professionnalisme. Avec lesquels je peux aussi digresser, parler d'autres choses, tu vois, d'avoir ces instants où on coupe un peu et puis voilà. Donc, il y a cet aspect-là. Et dans la réalisation de mes tâches, ça va être plus dans le matériel qu'on va me mettre à disposition. Si on me donne les moyens pour les faire, c'est là, effectivement, que mon bien-être au travail est complètement satisfait. Ok. Et s'il y a une bonne paye. Ah ouais. Ah bah oui. La base. Oui, bah oui, quand même, parce que bon, on travaille pas pour le plaisir, sinon on serait tous en vacances. Non, c'est clair. Faut arrêter de dire qu'on est passionné. On travaille pour... Il y a des gens qui sont très passionnés par leur travail. Ouais. Il y a des travails passion. Et d'ailleurs, j'envie ces personnes-là. Yelena, elle est passionnée. Elle est passionnée, ouais. Elle est passionnée par son métier. Oui, mais globalement, tu travailles pour payer ce que tu dois payer. Oui, mais il faut quand même après... Non, mais moi, j'aime mon travail, attention, c'est parce que mais t'es pas passionnée. Mais je suis très intéressée, mais maintenant, demain, tu me dis, tu peux travailler 15 heures par semaine et après faire ce que tu veux, oui, tu vois. C'est clair. Je vais pas te mentir. Non, mais c'est clair. Toi, tu pourrais te reconvertir en coach bien-être? Non. Parce que je sais pas ce que je pourrais faire. Mais justement, utiliser
toute ton expérience pour la retranscrire justement ce truc un peu coaching, un peu guide de vie, mais au travail. En fait, je me sens quoi. pas dans la vibe coach, mais genre pas du tout. Ouais, parce qu'il faut un truc. Il y a un truc que j'ai pas. Hmm. Pour être coach, t'as... je sais pas, j'ai pas les mots pour le dire, mais tu vois, que je me sens pas d'accompagner des gens et de me... Faut une pédagogie, faut une certaine pédagogie. Et de me permettre de coacher des gens, non. Même après X années de... Parce que des fois, il y a certaines personnes aussi qui ont besoin d'avoir cette légitimité qui passe par justement un certain nombre d'années d'expérience, alors que d'autres, non, ils sont là, ils veulent faire ça, ils se lancent, et puis voilà. Mais d'autres ont besoin effectivement d'appuyer ça par un nombre d'expériences, d'années d'expérience, et ils s'inscriraient dedans, tu vois. Écoute, je suis en train de devenir formatrice. Ah, c'est coach, formatrice, c'est coach. Oui, mais en ergonomie. Non, en fait, en gros. C'est sensiblement identique. Mais formatrice, au moins, tu as quelque chose qui. Oui, parce qu'on a des. Je vais pas refaire le truc, mais on a des sites qui ont été ciblés par le programme TMS Pro. Ok. Donc, en gros, ça veut dire que on prend un site, on lui dit toi, tu vas faire des études de poste et tu n'as pas le choix. D'accord. Et c'est fait et c'est surveillé par la CARSAT en fait. En plus, donc voilà. Et donc moi je vais aller dans ces sites-là pour former les gens à l'ergonomie sur un module global de santé et sécurité. D'accord. Je vais voir si ça me plaît pour l'instant, mais c'est pas du coaching, ça va être vraiment comment tu fais une étude de poste. C'est de la formation, mais c'est pour ça que je trouve qu'il y a un biais qui se rapproche un peu du coaching. Hein. Peut-être. Peut-être que je vais découvrir, comme les instances représentatives, peut-être que je vais découvrir que j'adore ça, peut-être pas. J'avoue, moi, j'ai demandé des nouvelles missions, on m'en a trouvé plein. On m'a dit, tiens, c'est toi l'expert en ergonomie, pourquoi c'est pas toi qui formes? J'ai dit, ok, on y va. Complètement. C'est la découverte. Donc après, peut-être que oui, ça va révéler un truc. Mais pour l'instant, maintenant, à date, je te dis, je me sens pas légitime. Tu vois, c'est une question de légitimité. C'est toi qui l'as dit. Hein. Peut-être que tu as repris mes mots, mais... non, de légitimité, de prestance, de tout un truc. Mais je pense que vraiment, ça vient avec l'expérience. En tout cas, toi, tu as peut-être besoin d'avoir ce filet de sécurité pour te dire, là, je me sens bien, j'ai X années d'expérience et j'ai fait ci, ça, voilà, quoi. Ouais, peut-être. À voir. Je suis jeune encore. Ah oui, ça, c'est vrai, on est jeune. J'ai le temps. On a le temps. En parlant justement un peu du métier d'ergonome, on va un peu parler de l'évolution de cette profession. Est-ce que tu penses qu'à date, elle est beaucoup plus reconnue qu'auparavant? Oui, je pense. Parce que, alors je ne vais pas dire de bêtises, mais moi, quand j'ai été diplômée en France, il y en avait très, très peu. Mais vraiment. Moi, je ne connaissais pas cette profession. Moi, je l'ai... En sortie d'études, en tout cas. Oui, non, mais il y en avait très peu. Là, il y en a de plus en plus, même s'il n'y a pas beaucoup de facs et d'écoles qui le font, mais il y a plus de diplômés qui sortent tous les ans. Oui. Donc, je pense que ça évolue. Et je pense que de toute façon, avec la place, surtout de la santé mentale, ça va être... les entreprises, pour moi, ont tout à gagner à avoir un ergonome en interne, plutôt qu'à chaque fois faire appel à un cabinet externe. Ça coûte cher. En plus, le cabinet externe, en général, connaît pas le métier, connaît pas l'entreprise. Donc, ils vont perdre, entre guillemets. C'est pas de la perte de temps, mais il y a tout ce truc-là de... ils doivent se mettre dans le contexte. Chose que moi, j'ai pas à faire. Je connais, je rentre direct, on y va. Donc, comme ils ont tout à gagner à avoir leur ergonome, je pense que ça peut... il peut y en avoir de plus en plus en entreprise et que c'est un métier qui va un peu se développer. Et puis, de toute façon, comme les conditions de travail changent tout le temps, on en a besoin. De toute façon, du travail, il y en aura toujours. Toujours. Donc, ça ne changera pas depuis des décennies, effectivement. Donc, on aura toujours besoin d'ergonomes. Les entreprises, pour toi, ne peuvent donc pas, ou plus maintenant, je dirais, faire sans l'ergonome. Ergonome ou, je dirais, plus light, au moins un préventeur, un HSE, au moins. Ok. Quelqu'un qui est spécialisé en santé-sécurité, sans un expert santé. Ok, que ce soit même les petites entreprises. Quand je dis... Alors, petite, on entend, il y a aussi une question de budget. D'une entreprise qui est à une vingtaine de salariés. Ouais. Est-ce que pour toi, c'est un must-have d'avoir maintenant un ergonome? Non, je pense pas. Je pense que eux, pour le coup, c'est plus intéressant pour eux de faire appel. Il y a une problématique qui est... On subit une réorganisation où on a un taux d'absentéisme très élevé, fait appel à un cabinet. Nous, on a tellement de métiers, tellement de personnes, que de toute façon, tous les jours, on a des sujets. Donc pour nous, c'est intéressant.
Ouais, non, mais complètement. Donc, ouais, c'est dans des grandes Ouais, structures, plutôt grande c'est une structure. obligation, quoi. Et pas qu'un. S'il peut y en avoir plus, c'est bien. Ah, Plusieurs c'est ergonomes dans l'entreprise, c'est un bien. œil. Je dis ça, je dis rien. Comment tu vois les perspectives d'évolution de cette profession? Parce que, voilà, on parlait un peu du Covid où effectivement c'était encore un peu à tâtons. En Mhm. sortie d'études, il n'y en avait pas beaucoup. Comment la profession d'ergonome, à ton sens, va évoluer peut-être au gré des législations à venir, santé, sécurité? Comment tu vois Ouais, les choses? bah, il y a aussi comme parce que moi je me pose la question de comment va évoluer le travail. Ah oui, bah oui, parce que forcément c'est Parce que je pense étroitement que lié. ouais, je pense que le métier d'ergonome va s'adapter en fonction de comment évolue le travail. Tu sais, si par exemple chez moi, on a de moins en moins de choses qui se font préparer à la main. Mmh. Ils essayent de beaucoup mécaniser, heu, automatiser et donc forcément, peut-être qu'il y aura plus besoin d'ergonomes si c'est que des machines qui le font. Oh! OK. Tu sais, j'avais même Je pas sais pas, réfléchi jusque-là. je pense qu'on est soumis vraiment à ça, en fait. OK, donc tu vois, je posais, pardon, la question à Yelena, je rebondis un peu, je fais le lien de Ouais, l'intelligence artificielle, ouais. qui fait un peu sensiblement écho aux robots, aux Mmh. machines, et cetera. Donc en fait, il y a des professions qui risquent d'être impactées et la tienne donc risque d'être impactée si effectivement, comme tu le dis, il y a il y a plus d'humains, il y a plus Il de y a plus d'humains. travail, Bah, alors, il y aura forcément des humains pour, s'occuper de ces machines-là, mais très peu, moins. moins Ouais, oui. et forcément, il y aura des sujets santé et sécurité sur ceux Mmh, qui réparent ou qui entretiennent ou qui font la maintenance, je sais pas. oui. Mais oui, comme on sait pas trop comment ça va évoluer, Mmh. C'est là, je te intéressant dirais ça. que c'est en train de pour moi, le métier d'ergonome, il est en train de monter. On en a de plus en plus. La santé et sécurité prend de plus en plus de place. Maintenant, après, je pense que entre le moment je serai à la retraite, hein, quand ça va Oui, évoluer. c'est sûr que ouais, les évolutions sont à noter sur à peu près une génération, donc une cinquantaine Bah d'années. Donc oui, on n'y est pas effectivement, du oui, tout. Alors, te dire comment ce sera dans 50 ans, oui, je sais pas. oui, oui, non, Mais de toute mais façon, on est soumis à ça. oui. Ça a changé ta façon de travailler ou de vivre ta profession? De C'est-à-dire? vivre. Raconte! En fait, bah, tu as des formations professionnelles, mais Ouais. terribles. Mmh. Terribles. Cet été, j'étais en vacances en Espagne. Mmh. Je suis partie au Burger King. Excusez-moi. Au Burger King pour la énième fois parce que j'adore le Burger King de l'Espagne, parce que j'aime bien les jouets qu'il y a dans le menu enfant. Et je voulais Wonder C'est Woman. vrai Bref. qu'ils sont quand Non, même mieux que nous, BK de l'Espagne. moi j'avais fait C'est BK du Portugal et très, très bon. voilà, ah, moi Très j'adore. bon. Bref, j'étais au BK et donc j'étais installée en face de, tu sais, là-bas, les boissons, c'est pas restreint. Oui, On peut se servir comme, au autant de Portugal, fois tout qu'on à veut fait. et tout. Et donc, bon, je mangeais en face et puis t'as une opératrice, Mmh. une employée, qui vient. En fait, fallait les gens, comme ils se servent comme des cochons là, Ouais, ouais. et ça déborde. Mmh. Et donc, en gros, fallait vider la partie Qui était remplie qui était de remplie. la gouttière quoi, une sorte de Une sorte gouttière. de Ouais. gouttière. Et là, je la vois qu'elle fait ça au verre. Elle prend un verre et elle vide comme ça. Ah ouais? Là, je la regarde. Alors, déjà, je commence à compter le nombre de gestes. Et là, je me suis dit, waouh. En fait, c'est devenu automatique, je compte tout le temps. Alors Oui, que je parce suis nulle en maths. On sait, j'ai eu 3 au bac. préciser, mais avec Morgane, on se connaît depuis 15 ans. Donc, dans la quinzaine d'années, il y a eu le lycée, Ouais, le bac. le bac. Donc, on sait très bien. Donc, je suis vraiment nulle en maths. Et malgré tout, maintenant, je ne fais que compter. Oui. Et là, alors, mais sur le moment, j'ai pas. Alors, je compte. Et puis après, je me dis, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas d'évacuation prévue pour. Putain, mais C'est fou. Putain, il y a un truc qui va pas dans la Ouais, conception de la machine. complètement. Et là, la personne avec qui j'étais me dit tu fais quoi là? Et Tu ben, je bosses? compte. Et en fait, tout le temps. Tout le temps. Ou par exemple, je vais faire mes courses. Mmh. Spoiler, je ne fais pas mes courses que dans ma boîte. Je fais mes courses dans plein d'autres enseignes. Mais ça te donne aussi une vision des choses, hein? Mais je regarde tout Ouais. le temps. Mmh. Je regarde, je me dis ah ça pourrait être pas mal ou c'est mieux chez nous ou Mmh. et en fait ah oui tout le temps. Et il y a aussi ce truc de maintenant que je sais que les métiers sont difficiles, il y a plus de tolérance, je trouve moi en tant que cliente notamment. Ah bon? Tu Ouais, trouves? moi je me trouve plus ouais. Ah, toi, tu te trouves Moi, plus je me OK. trouve plus Oui, tolérante parce que d'accord. je sais que c'est dur, parce que je sais que Oui. et des trucs bêta franchement, et je pense que si chacun peut le faire, ça peut être bien, mais Mmh. tu sais les femmes de ménage dans les hôtels. Parce que du coup, comme j'ai beaucoup de déplacements, je suis beaucoup à l'hôtel. Mmh. Des trucs bêtes, mais maintenant, j'enlève tous mes draps du lit. OK.
Parce que je sais qu'il y a beaucoup de maladies professionnelles sur ces femmes-là aux épaules, du fait de tout le temps... Complètement. Et je me dis, ça me prend 2 minutes, j'enlève les draps. Bon, alors c'est sûr que c'est pas moi qui vais changer sa vie, hein, attention. Hein, c'est une petite action. Moi, au moins, je sais que si je peux lui éviter ça, j'évite. Tu vois. Et ouais, franchement, ça s'inscrit un peu dans mon quotidien. C'est bien. Mais j'ai envie de dire, comme tu dis, hein, des déformations professionnelles, je pense qu'on en a tous. Bah oui, en fonction de ton métier, forcément. Et finalement, c'est des déformations qui sont en plus positives dans ton cas, et ça, c'est bien, tu vois. Ouais. Non, mais... Bon, sauf quand je compte. Hein, elle compte les gestes des gens, là. C'est terrible, terrible. Et un jour, il y en a... J'étais en magasin, je comptais et je prends beaucoup de photos et de vidéos parce que j'ai besoin de revoir. D'accord, ok. En fait, parce qu'il y a des choses que tu vois pas à l'œil nu. Donc, des fois, je zoome et je vais... Alors, des fois, c'est juste un geste comme ça que tu vas compter. Combien de fois il a fait... Et ça, c'est la fameuse biomécanique. Yes. Okay. C'est ça, ou combien de fois il a pincé, enfin bon, des trucs comme ça. Donc, en général, je prends de très longues vidéos que je vais repasser. Je vais regarder le dos, le cou. Et un jour, il y a un jeune de la boîte qui arrive et il me dit, excusez-moi, est-ce que je peux vous poser une question ? Je lui dis oui. Il me dit, vous êtes payé pour nous regarder travailler ? Mais c'était pas méchant, hein. Mais je sentais qu'il y avait un point d'interrogation sur genre... Il était choqué. Ça va pas ou quoi ? Elle était choquée. Et je lui ai dit, oui, alors non, pas que. Ouais, mais tu vois, c'est encore une fois qu'il faut de la sensibilisation. Et même à plus haute échelle, pas qu'avec les équipes avec lesquelles tu travailles, mais vraiment pour que ça se connaisse. Et d'où l'intérêt de faire ce podcast aussi, pour un peu faire connaître ta profession. Ouais, c'est vrai que de prime abord, comme ça, quand tu me vois, tu peux te dire, attends, mais elle prend des photos, elle écrit des notes. Limite, des fois, tu pourrais te sentir un peu mal parce que tu regardes quelqu'un qui est en train de travailler. C'est vrai, c'est un peu malaisant. C'est un peu malaisant. Moi, j'ai des collègues, des préventeurs au début, avec qui j'allais en... J'aime bien aller sur leur site avec eux, parce qu'ils connaissent bien. Donc, en général, il y a un préventeur toujours avec moi quand je fais une étude. Et il y en a certains qui sont tellement mal qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de mettre en rayon ou d'aider à préparer une palette ou des choses comme ça. Mais en fait, je leur dis, t'arrêtes parce que tu me pourris mon étude, là. C'est clair. Je sais que c'est pas facile, moi aussi, t'inquiète pas que j'aurais envie d'aider, mais le but, c'est de voir le travail réel et pas le travail prescrit, de notions différentes. Voilà. Et si tu fais ça, tu me pourris mon truc, alors arrête. Et ouais, c'est plein de choses comme ça. En fait, on dirait que je fais rien, mais il y a toute l'analyse, en fait, c'est ça. qu'il y a derrière, toute la réflexion de comment on peut améliorer le poste, le matériel, l'organisation de travail. Ouais, c'est super poussé, ouais. Ouais, on se rend pas. Et les graphiques, c'est vraiment, ça prend vraiment beaucoup de temps. En général, corrélation, etc. Faire dialoguer un graphique avec un autre, proposer des préconisations à l'aune de ça. Des fois, j'y retourne parce que je me dis mince, j'ai loupé un truc, donc j'y retourne. Et en général, je rends mon rapport 1 mois après. C'est court quand même. Enfin, ça. Alors, parce que comme tu te pour déplaces... moi, c'est long. Mais alors, comparé aux ergonomes qui seraient peut-être en externe ou quoi, c'est plus rapide. D'accord. Moi, je le rends plus rapidement. Mais ouais, c'est quand même 1 mois, tu vois. 1 mois et demi, des fois. On va presque terminer le podcast sur des conseils et des pratiques inspirantes pour des travailleurs. Des conseils peut-être que tu pourrais dispenser de façon concrète à nos auditeurs sur leur environnement de travail, que ce soit au bureau ou en télétravail. Le sport. Ah ouais, d'accord. Faites du sport, échauffez-vous, bougez, faites des pauses. Et surtout, on a tendance à croire qu'en ergonomie, il y a une bonne posture. Pas du tout. Si t'es, admettons, tu sais, sur ton bureau, tu es censé être bien droit, machin, bidule. Si tu restes comme ça 7 heures, t'as mal. Faut pas faire ça. Il faut bouger. Il faut se lever, il faut marcher. Faire des pauses. Après, évidemment, en bureau, l'idéal, c'est d'avoir un fauteuil qui se règle. Au moins en hauteur, en profondeur et au niveau des lombaires. Et les accoudoirs. Avoir des accoudoirs, c'est le minimum. Avoir un grand écran, plus l'écran est grand, mieux c'est. Tu le places à hauteur de... faut qu'il soit à hauteur de bras. Ok. Là. Non, le bas de l'écran va être là, non, le haut, c'est comme ça. Ah oui, d'accord. Je vérifierai. Et la distance, c'est ça. D'accord. Grosso modo. Ok. Tu vois, si tu as des verres progressifs, tu le mets un peu plus bas. D'accord. Voilà. Moi, mon petit dada, c'est la souris ergonomique. Oui, j'ai vu sur le côté, j'aime bien ça. C'est incroyable. C'est vrai que... Il y a plein d'outils qu'on dit... Alors, j'en ai marre aussi, ça. C'est pas ergonomique, c'est ergonomique, ça me saoule. Mais bon, c'est... Voilà.
L'autre jour, il y en a un, il me dit, je sais pas quoi, la prise, elle est pas ergonomique. Je me suis dit, mais Une qu'est-ce prise peut être qu'il me raconte? Non, mais en ergonomique ou fait, pas? c'est à toutes les sauces. Ouais, c'est Mais clair. il y a des souris Mmh. ergonomiques et vraiment, c'est sur le côté. Et en fait, naturellement, quand tu es debout, ton bras, il Comme est ça, comme dans ce ça. sens, Il ouais. est pas comme ça. Ouais. Ouais, Donc non, mais voilà, c'est c'est tout. vrai. Ça respecte ton. Ouais, la souris ergonomique pour le canal carpien, franchement. Mais pourquoi les souris comme ça existent, en fait, aussi? En Parce qu'on soi, n'a pas étudié les gens c'est avant. fou. Ouais, Pourtant, c'est. c'est une souris d'ordi, C'est quoi. alors Enfin, c'est dur au début, mais après, moi, je peux plus tu peux plus passer sur passer une de ça. souris basique. C'est vrai que je te vois faire à chaque fois, je me Ah, dis, c'est ah, c'est incroyable. sympa, Moi, je peux plus m'en effectivement. passer. C'est très bien. Pour ceux qui auraient des douleurs aux épaules, ce qui est bien, c'est le roller mousse, Ok, je crois que je vois, oui, surtout pour comme ça. masser. Ça, c'est bien. Après, pour les gens qui sont pas dans les bureaux, mais plutôt sur des postes physiques, l'échauffement, Ouais. c'est primordial. Là, je suis en train d'essayer de remettre en place les échauffements en entrepôt. Par exemple, Ouais. dans le BTP, les échauffements, c'est normal. Ah oui, d'accord. Ok. Ils le font. Justement, Mais ça c'est très met dur, en parce que jambes et là, je suis tout, en train ouais. d'essayer de les remettre en place. Mm. Je te garantis que c'est pas facile Ah ben, tu m'étonnes, de tu viens redynamiser. changer, ouais, voilà, déjà redynamiser, redonner un peu une pratique sportive quelque Ouais, part. Bah, en même temps, la personne, elle arrive au travail, elle a qu'une envie, c'est de bosser. Enfin, elle veut bosser, faire son truc et c'est partir. ça. Donc là, tu lui colles 5 minutes d'échauffement, Puis ils se sentent c'est chiant. ridicules. Il y a beaucoup ce truc du regard des autres, de je me sens Ouais. ridicule et tout. Donc, bon, on est en train d'essayer de redynamiser. Je pense que ça va bien marcher parce que c'est des bonnes musiques, c'est dynamique, Ouais, il y a tout un concept là-dessus, ouais. Parce que je trouve que c'était un peu vieillot ce qu'on faisait avant, c'était un peu Mm. has-been. Donc voilà, j'essaye, mais je trouve que les échauffements, c'est super important. Et après, pour tous ceux qui portent des charges Oui, lourdes, je m'accroupis pour porter la charge et je me évidemment. penche pas. Moi-même qui ai eu une sciatique il n'y a pas très longtemps, je ne Voilà. me suis pas accroupie. Voilà. Je porte la charge au niveau des hanches, proche du corps. Mm. Et puis des deux mains, quoi. Et- 6 minutes. Ouais. Tu fais 6 Ouais, minutes c'est rapide. d'échauffement, c'est rapide, ça demande rien. Et aussi, moi, ce que je vois, c'est que souvent, ils n'utilisent pas le matériel qui est mis à disposition. Il y a quand même des choses bien Mm. qui sont mises à disposition parce que ça fait perdre du temps, parce qu'ils ont la flemme d'aller le chercher en Ouais. réserve, par exemple. Ils ne le prennent pas, Mm. mais ils attendent d'avoir un souci pour l'utiliser, c'est dommage. Mm. Donc, utiliser aussi ce qui est à disposition, même, tu perds un peu de temps, mais c'est pas grave, tu préserves ta santé. Des J'avais un évolutions exemple, de tu sais. trucs, ouais. Par exemple, au niveau des écrans, par exemple, si tu es obligé de baisser la tête parce que ton écran il est mal réglé, tu sais, Ouais. ta tête là, elle pèse 4-5 kilos, Ok. grosso modo. Ouais. Comme ça, Ouais. sur tes cervicales, ça tire 30 kilos. Waouh. Bah oui, parce Et que pareil, quand tu te baisses mal, c'est pareil. parce que tu vois, par exemple, en télétravail, quand on est sur le canapé, on est très souvent comme ça, tu vois. L'ordinateur portable, c'est Ouais. horrible. Ah bah, C'est horrible. je C'est horrible pour tes cervicales. Et pour la tes... posture, Oui. moi je vois Ouais. aussi la posture. J'avais regardé, je sais plus quoi, et en fait, il disait qu'à l'horizon de 30-50 ans, on serait tous courbés comme ça, là, Ouais. au niveau des cervicales, qu'on aurait les Les- doigts Les gros pouces, là, ouais, moi, comme j'avais- ça, à force de... à force de scroller, et le petit doigt derrière le téléphone à horrible. chaque fois, comme ça. Et tu sais, je commençais à regarder, je disais, mais c'est vrai, je commence à avoir les doigts bizarres. Enfin, Oui. et c'est vrai que vraiment, on se rend pas compte, et encore là, on parle de tout ça, mais quand on a un travail de bureau, mais on est toujours sur les écrans, etc. et tout. Donc, ouais, en fait, mis bout à bout, en fait, on se ruine, quoi. Avant de nous quitter, je te propose de faire un petit jeu, comme Ouais. j'aime bien les faire en Ok. fin d'épisode. Cette fois-ci, par rapport à ta profession, je préfère qu'on fasse un mythe vs réalité. Donc, à chaque Ok. fois, je vais t'exposer des affirmations et tu vas me dire si, selon ta profession, c'est un mythe ou une réalité. C'est parti? Vas-y. L'ergonomie n'est utile que pour les personnes travaillant sur ordinateur. Mythe. Je vais faire le geste à chaque fois. J'ai hâte de voir quand tu vas me dire Mythe. ça. Le réalité, je l'ai pas encore. Mythe. Ah bah non. Bah oui, ça, en fait, on en revient au stéréotype. Ouais. C'est le t'es ergonome. Oui. Alors déjà, ils confondent ergonome, ergothérapeute et je sais pas quoi. Une fois, on m'a dit l'agroalimentaire. J'ai dit non mais je critique pas, c'est un métier qui est pas connu et quand ils connaissent, ils pensent tout de suite que c'est le réglage de la chaise de bureau. Pas du tout. C'est ça. C'est C'est vraiment un stéréotype qu'on pense. C'est vraiment ouais. toute l'organisation de travail. On prend tout en compte. Ouais, C'est tout l'environnement c'est de pas que travail. la chaise où elle se situe, etc. Et donc forcément, c'est pas qu'en bureau, ça peut s'exercer. Moi, normalement, je suis censée pouvoir exercer dans n'importe quel métier, puisque c'est de l'observation et de l'échange. Et après, bien sûr, tu te renseignes sur les normes, voilà, mais c'est partout. Ok. Les pauses café sont aussi importantes que les pauses étirement. Réalité. Oui. Bah oui. Ouais. Parce que en plus, les pauses café, ça déstresse,
Mine de rien, je souffle. Plus tu es stressé, plus tu as de TMS. RPS, TMS, hein, c'est Copain-copine. copain-copine. Hein. Ok. Et le stress, effectivement, est stressé, vecteur t'es stressé, t'es tendu, de TMS. T'as des TMS. C'est tout. Donc oui, pause café, super important. Ouais, et puis ça favorise aussi les échanges, etc. Ça ouvre un peu l'esprit aussi. Ah oui, il faut sortir de ça. Et même, je te dirais, la pause téléphone marché, c'est bien. Ok. Plutôt que de téléphoner assis sur ton bureau, fais un petit tour, et tout, c'est pas mal. Okay. Ça, c'est bien. L'ergonomie, c'est surtout une question de confort. Ah Je ne sais pas. Bah non, ça dépend ce que tu mets dans le confort, mais... Le confort, encore une fois, c'est une question aussi individuelle. C'est propre à chacun, mais... Oui, pas que. Pas que. Et ou alors on va le tourner autrement. C'est si tu es confortable dans ta tête et dans ton poste de travail, oui. Forcément, ouais. Ok. Il faut absolument un siège ergonomique à 1 000 € pour bien travailler. Alors, 1 000 €... Ça coûte combien avoir un bon siège? C'est un peu cher. Ah ouais? C'est un peu cher. Et plus tu as de spécificité, plus c'est cher. Je pense que tu peux en avoir des biens à 600-700 €. Ah oui, quand même. Déjà, tu mets un budget, là. Bah ouais. Ouais. Imagine, tu démultiplies avec le nombre de salariés. Ouais. Ok. Mais oui, ouais. Après, si tu fais des achats en groupe... oui, oui, et puis... Mais oui, alors, des prix en gros, un bon siège, qu'on va dire ergonomique, qui est fait par des fournisseurs spécialisés en ergo, 600-700. Ah oui, quand même. Parce que tu as tous les réglages nécessaires. Une mauvaise posture devant son écran peut provoquer des migraines. Ouais, réalité. Ah bah oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure, la tête... si tu positionnes mal ta tête... Et pareil, si tu positionnes... Par exemple, tu as 2 écrans. Oui. Tu as 2 écrans, mais tu vas pas réfléchir à ce que tu fais. L'écran que tu regardes le plus, tu vas pas le mettre en face, tu vas le mettre sur le côté. Oui. Forcément, ton cou, il est dirigé par ton regard. Cervical G. Bah oui. Oui, c'est... C'est lié. Prenez en note tous ces petits conseils. Ou alors, pour moi, pas trop cher, je peux venir chez vous faire des réglages. C'est une question que j'ai oublié de te demander. T'aimerais pas te lancer à ton compte, justement? Alors, on parlait de légitimité, etc. En tant qu'ergonome, à ton compte, ce serait pas quelque chose qui te ferait plaisir, qui te botterait? Et en plus, tu vois, tu pourrais utiliser... Bon, je te donne pas... De balles pour que tu t'en ailles de ta structure, hein, que si vous tombez là-dessus, c'est pas ce que je fais, mais en soi, tu pourrais tellement capitaliser sur tout ce que sur ta fonction justement hybride pour proposer quelque chose de révolutionnaire en soi. Franchement, je voulais le faire, j'y ai beaucoup pensé, je ne me vois pas du tout le faire toute seule. D'accord. En fait, si je le fais, j'aimerais m'entourer d'autres experts, par exemple que ce soit en droit du travail, ou des spécialistes en documents, en DURP, donc tu vois, ou des préventeurs. Je me vois plus faire un petit cabinet avec tout un tas d'expertise que de me lancer moi toute seule. Ok. Je l'ai voulu pendant un moment, maintenant je le vois moins. Après, ça peut évoluer. Oui, avec le temps, etc. Ouais. Après, j'aime beaucoup aussi le domaine de la grande distribution. C'est un truc qui me botte grave. Je sais pas pourquoi, mais j'adore. Et après aussi, je m'étais posé la question, est-ce que je ferais pas un cabinet spécialisé dans tout ce qui est grande distribution, mais ça restreint vachement la clientèle. Ouais, bah oui, parce que du coup, ça nécessite d'avoir du temps pour toutes ces structures qu'il y a dans l'alimentaire. Ça m'a traversé l'esprit. Maintenant, je me lancerai au moins à 2, avec quelqu'un qui a des compétences complémentaires. Ok. Parce que tout seul, ça marche pas. Des cabinets d'ergo, il y en a plein maintenant. Et la plupart ne fonctionnent pas. L'intérêt de peut-être mutualiser avec faut un truc. Un plus. Et pour moi, tu as un plus si tu proposes des expertises complémentaires et à la fois différentes mais complémentaires. Donc voilà, je le penserais plus comme ça. Se laisser là-dessus, je te remercie. Merci à toi d'avoir été présente sur le micro d'En dehors des codes. J'espère que ça t'a plu. Ouais, grave. Merci beaucoup pour cet échange. J'espère que ça vous a plu également à vous. Et on se retrouve très prochainement dans un prochain épisode d'En dehors des codes pour encore déconstruire ou juste discuter avec des professionnels du droit. À bientôt. Salut.